sur le podcast Chocolat et Caramel, le podcast des dirigeants qui font les choses différemment. Aujourd'hui, je suis en présence de Grégory Blanc-Villain, fondateur de Comevent. Bonjour Grégory. Bonjour Charlène. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très flattée de te recevoir aujourd'hui. Je sais que tu es un homme très occupé. Et je te remercie pour le temps que tu me consacres aujourd'hui sur le podcast Chocolat et Caramel. Alors Grégory, tu es le dirigeant de Comevent, qui est une agence conseil en stratégie événementielle. Mais tu es aussi président de la commission des réseaux économiques de la CCI Hérault, vice-président de la CCI Hérault, le fondateur de Repères Méditerranée et aussi président de la CPME Hérault. Comevent, c'est 18 ans d'existence, 1700 événements, des licences d'entrepreneurs du spectacle, une licence d'agence de voyage pour répondre aux besoins de tourisme d'affaires, une offre de solutions digitales et d'événements hybrides. Et noisette sur le chocolat, l'agence se transforme en 2021 puisqu'elle devient société à mission et se labellise au niveau or du label THQSE. Alors avant de rentrer un peu plus dans le détail de ton choix d'orienter ta structure en tant que société à mission, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours et ce qui t'a amené à créer Comevent ? Effectivement, moi j'ai fini mes études en alternance en école de commerce à Montpellier où je suis resté embauché dans l'entreprise où j'avais fait mon alternance qui était une entreprise de vêtements pour enfants et malheureusement l'entreprise était en pleine restructuration, c'était une petite PME familiale qui sortait de la grande distribution pour aller vers le commerce de détail. Ouais. Et malheureusement, il fallait des fonds énormes, soit pour monter ses propres magasins, parce que les détaillants étaient en grande difficulté, avaient des délais de paiement très très importants, et donc on n'avait pas les fonds pour tenir, et donc l'entreprise a déposé le bilan début 2004. J'ai longtemps réfléchi à un projet dans le tourisme plutôt côté village vacances puisque j'ai eu quelques expériences pendant mes saisons d'étudiant en village vacances. J'ai fait 6 saisons à l'époque et donc ça me plaisait mais j'avais pas les fonds et au bout d'un moment j'ai compris que je ne pourrais pas monter ce projet et j'ai monté cette agence Comevent en 2005 dans les locaux du groupe Cholet Communication avec Guy Cholet. D'accord. Vous étiez associé qui avait pris quelque part effectivement dans l'entreprise puisqu'il ne faisait pas l'événementiel lui avec son groupe de communication et donc je lui ai proposé de monter ça au sein de son agence en créant une structure indépendante mais j'étais dans ses locaux ce qui m'a permis de commencer à faire du réseau. J'avais trouvé la bonne personne avec lui pour rentrer dans les réseaux et l'histoire est née comme ça. C'est un peu cette expérience qui est assez intéressante de monter son entreprise mais pas tout seul, d'aller voir avec des gens qui sont déjà installés. C'est comme ça qu'est née l'aventure. D'accord, donc l'entreprise se développe au fur et à mesure des années. L'entreprise se développe, oui. Est-ce que dès le départ, tu es parti en te disant je vais faire cette agence avec une différenciation très marquée, avec une approche différente, ou finalement c'est venu au fil du temps, par opportunité, par conviction ? C'est plutôt venu au fil du temps, effectivement. Faut se rappeler de fin 2005, on parlait pas autant de RSE, on n'avait pas autant ces problématiques, cette urgence climatique, on n'était pas du tout dans cette optique-là. 2007, il y a la crise économique qui tombe et là ça devient dur. Moi j'étais tout seul, mais je repars chez moi, je quitte les locaux et je restructure un petit peu l'entreprise. Les 3 premières années, c'est toujours assez compliqué. Et puis c'est reparti assez rapidement. Un collaborateur, puis 2, puis 3, et jusqu'au Covid, tout allait bien. On avait une croissance régulière tous les ans jusqu'en 2019 où on fait à l'époque notre meilleure année. Et puis 2020 arrive et Covid. Donc c'est plutôt moi, mes rencontres extra-professionnelles dans les réseaux, à la CCI, dans les syndicats patronaux qui m'ont construit au fur et à mesure. Moi je suis arrivé, quand j'ai monté mon entreprise, j'avais juste été étudiant 2 ans à Montpellier et salarié 2 ans et j'avais pas de réseau ici, je connaissais personne, je suis pas d'ici. D'accord. Et donc j'étais salarié dans une entreprise, je connaissais mes collègues de travail, mais je connaissais aucun chef d'entreprise, je connaissais personne ici. Donc c'est cette construction. Je suis très vite rentré par contre dans les réseaux quand j'ai monté mon entreprise. J'ai très vite rejoint la CPME, je pense
en 2006 à mon avis. D'accord, donc dès le début finalement. Et c'est ce qui fait qu'après, je me suis construit au fur et à mesure des rencontres, des événements, des conférences auxquelles j'ai pu assister, et puis voilà. Donc 2020, on a le Covid qui arrive, le confinement. Donc on sait que l'événementiel est à l'arrêt, et comme beaucoup de secteurs. Comment tu fais, toi, à ce moment-là, pour survivre finalement dans ton activité? Et surtout, est-ce que c'est là le point de départ où tu te dis, ok, il faut que je transforme, il faut que je change des choses, que je devienne une société à mission, que je m'engage encore plus? Alors, ça a été ce qui a permis de le déclencher. Je pense D'accord. que j'étais déjà rentré dedans, puisque dès que je prends la présidence en 2019 de la CPME, je lance une commission RSE, je suis invité par Coralie Dubost à l'Assemblée nationale pour le lancement de la loi Pacte et ces fameuses sociétés à mission, qui étaient tout nouveau, mais sur lequel j'ai tout de suite adhéré et tout de suite vu que c'était un vrai changement dans ce qui se passait. Puis le Covid arrive, et je me suis beaucoup battu pour l'événementiel, pour sauver la filière événementielle qui n'existait pas, pour faire comprendre qu'un tel ou un tel, en fonction même de son code APE, était quand même complètement à l'arrêt, et dès le début on savait que ça serait très long en fait, avant qu'on sorte du traumatisme. On savait pas combien de temps ça allait durer, mais tant qu'il n'y aurait pas la vaccination, et tant qu'on savait que et ça a mis 3 ans avant de vraiment repartir correctement. Oui, ça repart vraiment en 2023. Et on savait qu'il y aurait eu un avant et un après, parce que ça a accéléré toutes les tendances de l'urgence climatique, des problèmes environnementaux, des transitions sociales et sociétales. Et donc en fait, à force de travailler dessus, d'ailleurs quand on crée Repère Méditerranée... Oui, parce que tu l'as créé pendant cette période-là. Voilà, Repère, au départ, c'était juste des professionnels qui se regroupaient en disant comment on s'organise, qu'est-ce qu'on fait, comment on défend, on va essayer de te défendre toi dans les réunions préfecture pour faire comprendre que tu as un code APE d'agriculteur, mais qu'en fait toi tu loues des plantes dans les salons et les congrès, donc tu es dans la filière événementielle. Autant créer une association, donc qui est née dès fin 2020, et Repère, ça veut dire Réseau des professionnels de l'événementiel responsable. D'accord, donc il y a déjà, avec le nom, un engagement. Départ, un engagement qui était dedans, donc je pense qu'on avait tout ça. Comme toutes les tendances, elles existaient avant, sauf que tout ça a fait que ça a tout accéléré. Et donc dans ma tête aussi, moi, il fallait absolument qu'on se transforme, qu'on se transforme. Alors c'est peut-être pas le mot, parce qu'on faisait déjà beaucoup de choses, mais en tout cas on l'avait jamais structuré. D'accord. Et c'est quand on est rentré dans cette démarche de société à mission, quand on a été plus loin pour passer le label THQSE, qu'on a vu qu'on faisait déjà énormément de choses, mais on l'avait jamais formalisé, jamais structuré. Et donc cette démarche, moi je sais que je suis un grand défenseur des sociétés à mission, parce que rien que le fait de se poser la question de sa raison d'être, de le construire avec ses collaborateurs, de se donner des objectifs qu'on fait souvent de manière informelle, mais là au moins d'avoir une structure par rapport à ça, c'est un vrai début de démarche RSE qui fait qu'après on peut aller beaucoup plus loin. Alors nous on a été beaucoup plus loin, parce qu'on s'est dit après c'est maintenant hors de question de ne pas proposer des événements éco-responsables, de ne pas regarder comment on peut diminuer l'impact de l'événement au maximum, des mobilités à ce qu'on va servir en termes d'alimentation, à ce qu'on va utiliser en matériel technique, à ce qu'on va utiliser aussi en produits pour éviter qu'il y ait tous les facteurs, tous les perturbateurs endocriniens. Donc là, ton engagement et votre engagement même avec tes collaborateurs, aujourd'hui, il s'inscrit vraiment jusque dans le détail finalement de la prestation, ce qu'on met dans l'assiette, comment on vient, comment on décore. C'est tout le travail qu'on a fait pour structurer notre démarche autour d'un certain nombre de critères, et qui fait qu'aujourd'hui, et c'était un peu la difficulté, c'est que nous on est un peu des architectes, on monte un concept et on additionne des prestations et des prestataires. Et donc on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas le faire tout seul. À un moment, on a atteint, nous, notre petit impact carbone à nous, il est assez faible. Par contre, si nos traiteurs, ils travaillent pas sur d'où viennent leurs produits, comment on travaille le menu pour qu'il soit peut-être bas carbone, comment on travaille les livraisons sur nos événements, quel matériel on met, en fait on peut rien faire tout seul, donc on l'a vraiment, et d'ailleurs on l'a mis dans notre raison d'être, on a vraiment essaimé nos valeurs, on audite nos prestataires avec qui on travaille le plus régulièrement possible, on a une charte d'achat avec eux, d'engagement commun, qui fait que d'ailleurs il y a beaucoup de nos prestataires qui ont passé la norme ISO 20121. Donc ça t'a obligé à soit pousser les prestataires avec qui tu travailles à eux-mêmes prendre conscience de certaines choses,
chose et faire des changements dans leurs activités ou à changer même de prestataire parfois? On n'a pas eu à changer parce que je pense qu'on avait des bons prestataires et c'était déjà des gens qui étaient engagés là aussi plus ou moins de manière informelle, mais on a 3 traiteurs avec qui on travaille régulièrement, ils sont tous 20-121 aujourd'hui. On a notre prestataire technique, ça fait 15 ans qu'on travaille avec lui, il travaille toujours sur des matériaux de plus en plus innovants, avec basse consommation, c'est que de la LED. On travaille avec un paysagiste qui lui aussi est engagé à utiliser aucun produit phytosanitaire. Donc ça a permis de structurer notre démarche collective, de confirmer finalement nos choix qu'on avait les bons prestataires et de faire progresser tout le monde en même temps, quoi. Donc finalement, à ton échelle, tu as été un peu un impulseur auprès d'autres entreprises, d'accélérer peut-être un changement ou des choix particuliers? Je pense que, en tout cas, et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on fait tous partie des comités de mission ou des comités de leur label. Chacun, on va aux réunions des uns des autres pour voir leurs objectifs, comment ils ont progressé, ce qu'ils mettent en place, et on échange beaucoup. Et le réseau qu'on a créé participe aussi à ça, puisqu'on organise des petits déjeuners RSE pour faire progresser toute la profession vers ça, quoi. D'accord, donc c'est un vrai engagement qui finalement inclut d'autres entreprises et on va tous progresser ensemble vers ces démarches-là. Et est-ce que du coup, entre j'allais dire l'avant et l'après, là où aujourd'hui tu es très engagé, tu es société à mission, c'est toute finalement une façon de concevoir les événements, d'aborder les événements et ton activité de façon différente. Est-ce que tu vois une différence par rapport aux clients, un impact? Quel impact ça a eu finalement ces choix que tu as fait auprès des clients? Alors, je pense que c'est difficile à mesurer. Je pense qu'on est contacté par des clients par rapport à ce positionnement-là. On a développé aussi toute une gamme pendant le Covid de séminaires éco-responsables où on change complètement les activités traditionnelles et on propose des choses avec du sens qui peuvent être faire une descente de canoë mais nettoyer les berges en même temps, qui peuvent être aller chez un paysagiste pour faire un mur végétal ou apprendre à faire un potager d'entreprise, qui peuvent être des actions sociétales, qui peuvent aller jusqu'à aller planter des arbres ensemble. Donc c'est pas que l'environnement finalement, c'est aussi donner du sens au travail. Donner du sens, donc on le fait sur l'économie locale, sur la gastronomie, sur l'alimentation, sur la culture, sur le patrimoine. On a toute une gamme là-dessus, sur l'environnement, qui permettent de faire ça. Et c'est vrai que je pense que cette image qu'on a développée fait que les clients savent pas forcément tout ce qu'on fait en matière d'éco-responsabilité dans un événement. Mais on essaye aussi, nous, de les sensibiliser. On se bat encore beaucoup avec des clients qui veulent mettre de la moquette partout, en leur disant peut-être que votre chemin de moquette de 50 mètres de long, il a pas de sens. On en met un petit carré si vous voulez, mais ça, c'est pas responsable. On essaye de les sensibiliser à ça. De les éduquer aussi, de les éduquer, ou en tout cas de leur donner un peu d'infos. On leur propose sur des gros événements une application de covoiturage à mettre en place pour que ils puissent le proposer à leurs invités de venir avec du covoiturage. On travaille beaucoup sur les mobilités aussi. Donc en fait, c'est tous ces petits choix sur les supports, bien sûr, sur les goodies, on n'en parle même pas. Alors, les 3/4 font attention, mais il y a encore des mauvais réflexes, des vieux réflexes. Vous êtes sûr qu'on fait venir ce produit fabriqué à l'autre bout du monde qui va pas servir à grand chose, plutôt que d'acheter des produits locaux à consommer, d'offrir des graines à planter, d'offrir des produits qu'on connaît, des cahiers éco-responsables qu'on peut utiliser, des gourdes pour vos collaborateurs ou vos clients qui permettra d'enlever les bouteilles en plastique. Voilà, nous on propose en fait, et donc je pense qu'à force, ça sensibilise et ça éduque effectivement tout le monde par rapport à ça. Les prestations que tu vas proposer quand tu rencontres un client, face à un client qui n'est pas sensibilisé ou qui en tout cas lui a une vision très traditionnelle de l'événement, avec des exemples que tu citais, la moquette, etc. Par les échanges qu'il va avoir avec toi, avec tes collaborateurs, tu vas l'amener peut-être à se questionner, à faire les choses différemment, lui dans la conception de son événement. C'est ce que, en tout cas nous, c'est le conseil qu'on amène, et je pense que ce questionnement effectivement permet de faire évoluer tout le monde. Donc nous, de base, en fonction de ce qu'on nous demande, on va déjà proposer des choses qui rentrent dans ces valeurs-là. Après, nous on est en train d'aller plus loin. On va proposer après dans tous nos devis une petite ligne supplémentaire s'ils veulent. Alors je sais que personne n'aime le mot compensation, on ne compensera jamais l'impact total d'un événement, mais en tout cas de participer
à ça. Et nous, on est en partenariat avec Agroof, par exemple, et là, en janvier, on a été replanter 200 arbres qu'on a plantés nous-mêmes, avec toute une équipe, avec d'autres entreprises. Ouais. On en a planté 400 en tout, je crois, ce jour-là, mais nous, on en avait financé 200 aux compagnons de Villeneuve-les-Maglones. Donc, impact là aussi local, c'est une entreprise avec des ESAT et il faut travailler des personnes en situation de handicap. Et ça participe à de l'agroforesterie pour eux, pour tout ce qui cultive là-bas sur l'île, et donc de pouvoir recréer un écosystème et de travailler avec pas de produits chimiques finalement. Donc voilà, et donc on va proposer à nos clients, on a notre ruche aussi, on a la ruche comme event, on va proposer à nos clients peut-être de pouvoir participer en choisissant une cause commune. Ces projets d'agroforesterie en local, moi, m'intéressent parce que c'est un vrai impact local et on voit et on peut y aller. Impact si direct, on veut, le mesurer tout de suite. On participe vraiment et on y retournera dans un an voir les arbres qu'on a plantés, voir comment ils sont. Voilà, de pouvoir participer à ce financement-là, une petite compensation supplémentaire en fin de devis qu'on va mettre en place là dans les prochaines semaines et qui sera proposée à tout le monde. Il n'y aura pas d'obligation, mais ceux qui veulent participer pourront aussi faire ça. Donc finalement, tu t'arrêtes pas là, tu continues de t'engager encore un peu plus et de mener des actions qui vont dans le sens des choix que tu as fait de politique RSE, d'engagement en tout cas. Tu t'arrêtes pas qu'au titre finalement de société à mission ? Non, je pense que si on s'arrête qu'au titre, ça n'a pas d'intérêt en soi. Là, on va se faire auditer pour la société à mission puisqu'on l'a déposé dans nos statuts, mais après, dans les 2 ans, il faut se faire auditer par un organisme indépendant. Donc là, on va faire l'audit là, avant l'été pour que ça valide ce qu'on fait et ce qu'on dit en fait. Ça n'a pas trop d'intérêt si derrière il y a rien. Et c'est vrai que ça permet de progresser en permanence, mais c'est aussi les engagements que j'ai ailleurs qui font qu'en permanence il y a des nouvelles idées, des nouveaux échanges de bonnes pratiques. Il y a tiens, ça aussi nous on pourrait le mettre en place et qu'on fait progresser tout le monde là-dessus, et c'est vrai que rien qu'en faisant un bilan carbone, ça peut être simple, juste même un scope 1, mais on peut regarder au moins où on peut progresser. Bon, à un moment, ça donne des axes. Ça donne des axes. Et on a dit, nous, on n'a pas beaucoup de choses, mais ça fait se poser des questions sur sa consommation, sur ses modes sur ses pratiques, en fait. Et donc, voir comment on peut, on a acheté la machine à grains pour supprimer toutes les dosettes. C'est plein de petits gestes qui quotidien. Font qu'à un moment, en se posant les questions, en échangeant beaucoup avec tout le monde, on voit comment on peut progresser chacun à son niveau, quoi. C'est vraiment engagé, convaincu. Donc tu l'as fait par choix et pas du tout, même par opportunisme. Après, effectivement, il y a des opportunités qui découlent, mais ça, c'est le jeu, c'est le business et c'est tant mieux. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui s'insèrent dans ce vocabulaire-là, dans ces tentatives d'action, pour certaines, d'engagement, de RSE. Comment on fait, finalement, pour se dire, OK, là, c'est des choix convaincus, c'est des vrais engagements, face à d'autres entreprises où, finalement, je sors sur la vague et j'essaie de récupérer un peu de business parce que je dis que je plante des arbres ou que je suis... Voilà. Je suis d'accord, il y a beaucoup... Enfin, il suffit pas de dire on fait des choses éco-responsables pour qu'elles soient éco-responsables, en fait. Il faut regarder ce qu'il y a derrière. Et surtout, pour moi, c'est de l'engagement dans la durée, en fait, qui est importante. C'est pas juste à un moment, parce qu'on a bien rédigé un cahier des charges ou répondu aux bonnes questions, on a un label, ok, mais... comment on le fait progresser dans la durée, comment on le fait vivre au quotidien. Voilà, qu'est-ce qu'on met réellement derrière ça. Quand tu payes pas tes fournisseurs, je suis désolé, c'est pas correct et c'est pas responsable. C'est ça aussi la responsabilité. Donc c'est ça aussi la responsabilité, c'est l'ensemble de la chaîne, et donc travailler avec ses partenaires, pareil, tout seul, tout le monde peut être le plus beau, mais si derrière on regarde pas avec qui on travaille, d'où viennent les produits et on ferme un peu les yeux en disant après ça c'est pas mon problème, moi à l'intérieur je suis le plus beau, je suis le plus vert, mais par contre je regarde pas tous mes fournisseurs, tous mes partenaires, tous les produits, d'où ils viennent, comment ils sont fabriqués, est-ce qu'ils respectent toutes les bonnes pratiques. Ça aussi ça fait partie des choses, donc je pense que c'est collectivement aussi qu'on doit être responsable dans la manière de vendre à ses clients, de respecter ses clients, dans l'interne aussi. Justement, tu viens sur le sens, sur l'interne, c'est pas que l'environnement et je fais de l'éco-responsabilité et je suis vert, mais la responsabilité, elle se traduit sur... C'est pas parce qu'on plante 500 arbres qu'on est tout beau tout rose, quoi. À un moment, il faut regarder ce qu'on a fait avant, ce qu'on fait en interne, en externe, et le fait de... s'acheter une morale en faisant ou en finançant une action sociale, sociétale, environnementale,
ça répond pas à tous les enjeux d'avant, quoi. Et ça n'efface pas tout ce que tu peux faire avant. Ouais. Donc c'est des vrais choix au quotidien, des vrais engagements, avec des contraintes quand même. Ça contraint. Est-ce qu'aujourd'hui ça contraint toi ta vie en tant que chef d'entreprise? C'est des contraintes administratives et de temps, c'est-à-dire que globalement, et on l'a vu avant qu'on structure notre démarche, finalement quand on a mis bout à bout, on faisait déjà énormément de choses, mais on l'avait pas structuré, on l'avait pas rédigé, on n'avait pas une charte d'achat avec nos partenaires, on n'avait pas ces scorings qu'on fait, ces audits de nos prestataires, et qu'on s'impose à nous aussi. Et donc en fait c'est ça, c'est qu'à un moment tu peux vite repartir dans la vie quotidienne, ça nous replonge dans est-ce qu'on a bien organisé notre comité de mission dans les temps, est-ce qu'on a bien rédigé les comptes rendus, donc c'est plus ces démarches administratives de temps, de structuration, et c'est pour ça que quand tu passes des labels régulièrement ou des audits, ça t'oblige à ça, parce qu'après on peut se croire arrivé en fait. Et c'est pas ça la démarche. La démarche elle est la plus importante, elle est même dans ce que tu fais au quotidien, mais donc du coup une progression constante. Ça, voilà. Et de voir où tu étais, ce que tu as fait, ce que tu as bien fait, pas bien fait, là où tu peux progresser. Et ça t'oblige à te poser des questions, parce qu'après on peut vite être repris dans la vie quotidienne de l'entreprise, on répond toujours plutôt en priorité à nos clients et faire tout pour nos clients plutôt que de penser à sa stratégie et à ses outils internes. Et donc à un moment tu peux t'oublier, puis tu te rends compte, mais finalement ça fait X mois ou X années que j'ai pas regardé où j'en étais, que j'ai pas refait d'audit. D'avoir quelques indicateurs de mesure aussi, ça permet quand même là aussi c'est important de voir d'où tu pars, où tu veux aller, comment tu progresses, est-ce que tu avances, et de pouvoir affirmer des choses que tu peux prouver aussi. Ouais, bien sûr. Tout ça, ça doit se faire collectivement, c'est-à-dire que... Tu le fais pas seul aujourd'hui. Tu dois entraîner toute ton équipe, et d'ailleurs eux à un moment c'est eux qui te poussent aussi, et si c'est qu'un chef d'entreprise qui a cette vision-là, qui affirme des choses mais qui n'a pas réussi à le mettre en place en interne et qui n'a pas entraîné tout le monde, ça ne peut pas fonctionner. Tout à fait, oui. Merci beaucoup Grégory pour tous nos échanges. J'ai une dernière question pour toi. Quel est ton chocolat préféré ? Chocolat blanc, moi. Plutôt chocolat blanc. Voilà. D'accord, on retiendra chocolat blanc pour Grégory. Pour nos auditeurs qui souhaiteraient suivre tes actualités, où est-ce qu'on peut te retrouver ? On a une page comme Event Organisation sur LinkedIn notamment, je pense que c'est le mieux. Il y a Insta, il y a Facebook, mais sur LinkedIn on peut suivre un peu tout ce qu'on fait. Et puis échanger en direct avec toi dans l'ensemble des fonctions que tu occupes aujourd'hui sur le département avec et sur la plaisir. région. Merci beaucoup Grégory pour ces gourmandises que tu nous as partagées aujourd'hui. Et n'oubliez pas les chocolate lovers, mangez, bougez, l'abus de gourmandise peut être dangereux pour la santé.